Alors, on va traiter l'exercice 8. Alors, l'exercice, j'en ai sauté un, l'exercice 7. Si on a le temps, on y reviendra, mais si on n'a pas le temps, ben, je vous enverrai juste la solution hein, dans le PDF. Alors, l'exercice 8, c'est un exercice sur les forces de contact et les frottements. Alors, un corps A de masse M égale 2 kg repose sur un corps B de masse grand M égale 3 kg qui repose, lui, sur une surface horizontale, sur la surface horizontale d'une table T. On admettra que les dimensions de la table et du corps B sont telles que A ne puisse pas quitter le dessus de B et ce dernier le dessus de la table dans l'intervalle 0,80 secondes. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pendant l'intervalle de temps qui va de 0 secondes à 80 secondes, le corps B reste sur la table, il ne tombe pas, et le corps A reste sur B, il ne tombe pas, il reste pendant tout cet intervalle de temps. A est constamment au-dessus de B, posé sur B, et B est posé sur la table. D'accord ? Quel que soit leur mouvement, pendant cet intervalle de temps, A reste sur B et B reste sur la table. Alors, une force horizontale de direction fixe et variant suivant la loi F de t égale alpha t, où alpha égale 0,5 newton par seconde, est appliquée à B. Le contact corps B-table est caractérisé par les coefficients de frottement statique mu S égale 0,5 et mu D égale 0,4, et le contact corps A, corps B est, lui, parfaitement lisse. Alors, si on résume la situation, il y aura des frottements entre le corps B et la table, d'accord ? Mais il n'y a pas de frottement entre le corps A et le corps B. C'est-à-dire que le contact entre le corps A et le corps B se fait sans frottement et le contact entre le corps B et la surface de la table se fait avec des frottements. Donc, on vous donne le coefficient de frottement statique et le coefficient de frottement dynamique. Premièrement, déterminer l'instant T0 de la rupture de l'équilibre du système. Deuxièmement, dessiner qualitativement les forces appliquées à l'instant T1 égale 30 secondes, au corps A tout seul, au corps B tout seul, au système des deux corps A et B ensemble. Troisièmement, déterminer puis dessiner à l'échelle 1 cm pour 10 newtons les forces appliquées à l'instant T2 égale 60 secondes au corps B tout seul. Alors, on va à la solution maintenant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quel est l'instant de la rupture de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va chercher les conditions de rupture de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en cours à propos de cette situation de rupture de l'équilibre? Je vous rappelle que c'était la toute dernière situation d'équilibre, c'est-à-dire que vous avez différentes en fonction de la valeur de cette force F, eh bien, il va y avoir plein de situations d'équilibre, c'est-à-dire que si cette force F à l'instant T égale 0, eh bien, d'après l'expression de la force, il n'y a pas de force. Donc, on va écrire que P plus C
égale 0, d'accord? Ensuite, dès que le temps commence à se dérouler, eh bien, la force F va avoir tendance à augmenter et au fur et à mesure qu'elle augmente, eh bien, la force de contact va s'orienter de manière à maintenir à chaque fois la somme des forces appliquées au système égale à 0. Donc, ce qu'on étudie, nous, c'est la dernière situation d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette dernière situation d'équilibre? Eh bien, on a deux choses. La première chose, c'est que le système est en équilibre. Alors, ici, le système, on considère le bloc A et le bloc B comme un tout, comme si c'était un seul corps. D'accord? Donc, on s'intéresse au système A plus B. Alors, on écrit que la somme des forces appliquées au système est égale à 0. Deuxième information qu'on a à propos de la rupture de l'équilibre, c'est que le rapport C parallèle sur C perpendiculaire pour la force de contact, c'est mu S. Le mu S, il est défini à la rupture de l'équilibre. C'est-à-dire que ce rapport C parallèle sur C perpendiculaire, il n'est égal à mu S que quand je suis à la rupture de l'équilibre. Donc, j'ai ce que je recherche ici, c'est l'instant à partir duquel j'ai la rupture de l'équilibre. Ça revient à chercher la force F0 nécessaire pour avoir la rupture de l'équilibre. Alors, on dessine, première chose, on fait l'inventaire des forces, c'est-à-dire qu'on se pose la question, quelles sont les forces qui s'exercent sur le système? D'accord? Ensuite, on les représente et après, on écrit les équations. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce système? Eh bien, je suis à l'instant T0, donc ma force, la force que j'applique, la force que l'opérateur exerce vers la droite à cet endroit, eh bien, c'est une force qui existe, d'accord? Puisque F égale alpha T, à partir du moment où vous êtes à un certain instant, ben il va lui correspondre une valeur de la force. Donc, on va avoir une force F0. On va avoir le poids, bien sûr. Le poids est toujours présent. Alors, c'est le poids total du système, c'est-à-dire le poids de A plus le poids de B. D'accord? Donc, le module de ce poids, ça va être grand M plus petit m multiplié par G. D'accord? C'est le poids total du système. Et puis, j'ai la force de contact qui va s'orienter de manière à ce que la somme des forces soit égale à 0. Alors, je sais que F0 doit être sur la droite, donc ça veut dire que la force de contact est forcément penchée vers la gauche pour que la somme des forces me donne 0, puisque je suis dans une situation d'équilibre. Alors, je l'appelle C0 parce que c'est une orientation particulière. Les composantes vont avoir des valeurs particulières parce que je suis à la rupture de l'équilibre. Donc, j'écris maintenant les équations. F0 plus le poids total plus C0 égale 0. Et j'écris une deuxième équation qui n'existe que quand je suis à la rupture de l'équilibre. C'est que mu S, c'est C0 parallèle sur C0 perpendiculaire. Alors, ma première équation, eh bien, je vais écrire qu'elle est équivalente à la même relation pour les composantes horizontales et la même relation pour les composantes verticales. C'est-à-dire que je réécris cette équation en mettant uniquement les composantes horizontales. Donc, F0 a pour composante horizontale F0, elle est complètement horizontale. Le poids, il est vertical, il n'a pas de composante horizontale, donc il ne doit pas apparaître dans cette équation. C0 a une composante horizontale, je vais l'appeler C0 parallèle. Alors parallèle, c'est parce que c'est parallèle au plan, d'accord? Donc C0 parallèle. Alors en cours j'avais appelé ça C0X et C0Y. Hein. Mais ici,
On peut soit les appeler C0X, C0Y, soit les appeler C0 parallèle pour parallèle au plan, parallèle à la direction du mouvement, et C0 perpendiculaire, parce que c'est perpendiculaire à la direction du mouvement quand il y a un mouvement. Ici, c'est C0 parallèle à la table et le C0 perpendiculaire est perpendiculaire à la table. J'ai donc F0 plus C0 parallèle égale 0. Alors, ça implique, si j'ai la somme de deux vecteurs égale 0, ben, ça veut dire que c'est deux vecteurs qui sont opposés. D'accord? Voici le poids, pardon, voici C0 parallèle et F0. On voit bien qu'ils sont opposés et que leurs modules sont égaux. Donc, le module de C0 parallèle égale au module de F0. Alors, ma force de contact C0, je l'ai donc décomposée en C0 parallèle et C0 perpendiculaire. Donc, maintenant, je regarde les composantes. Je reviens à mon équation numéro 1 et je vais regarder cette fois les composantes verticales, les composantes perpendiculaires à la table. Alors, F0 n'a pas de composante verticale. Le poids, il est complètement vertical, donc je le mets ici. Et C0 a une composante verticale. Alors, la voici. C'est C0 perpendiculaire. Je la mets ici. Donc, le poids plus C0 perpendiculaire égale 0. Eh bien, ça veut dire que ces deux vecteurs sont opposés. Si le poids est vers le bas, C0 perpendiculaire doit être vers le haut et leurs modules sont égaux. Alors, ma deuxième condition de rupture de l'équilibre, c'est que le rapport C0 parallèle sur C0 perpendiculaire, c'est mu S. C'est bien, j'écris que mu S, c'est C0 parallèle sur C0 perpendiculaire. Or, C0 parallèle, c'est F0. Et C0 perpendiculaire, c'est le poids total, c'est-à-dire grand M plus petit m, G. Alors, ça veut dire que F0, c'est mu S multiplié par grand M plus petit m, G. Voilà, donc si je connais le module de F0, sachant que F0, c'est alpha T0, eh bien, je connais l'instant T0 qui est égal à F0 sur alpha. Donc, mu S grand M plus petit m, G sur alpha, ça donne 50 secondes. Est-ce que c'est clair, cette histoire de rupture de l'équilibre? Je dois respecter deux conditions quand je suis à la rupture de l'équilibre. La première condition, c'est que l'objet est en équilibre, c'est-à-dire que je dois écrire que la somme des forces qui s'appliquent à cet objet est égale à 0. Et la deuxième condition, c'est que la force de contact, elle est orientée d'une manière particulière, c'est-à-dire que le rapport CX sur CY ou C parallèle sur C perpendiculaire, eh bien, c'est le mu S, le coefficient de frottement statique. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bon. Eh bien, on va passer à la deuxième question. Alors, dessiner qualitativement les forces appliquées à l'instant T1 égale 30 secondes. Alors, à 30 secondes, je suis Madame, dans quel... Oui? Madame, j'ai compris ce que vous avez fait. Par contre, j'ai pas compris comment on est passé de F0 à T0. Ah! Alors, je vais le rajouter ici. Hein. Eh bien, F0, je vais l'écrire là. Alors, F0 égale à alpha
Voilà d'où ça vient. D'accord? Merci, madame. F0, c'est alpha T0, puisque F, c'est égal à alpha T, alpha étant égal à 0,5 newton par seconde. Donc, puisque F0, c'est alpha T0, donc T0, c'est F0 sur alpha. C'est bon? Vous avez compris ou pas? Oui, merci, madame. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'instant? Donc, on vient de trouver que T0, c'est 50 secondes. On vous demande de représenter les forces appliquées à l'instant T1 égale 30 secondes. Quelle est la situation à l'instant T1 égale 30 secondes? Est-ce qu'on est en mouvement, en équilibre? On est dans quelle situation? Je vous écoute. Si je sais que l'instant de rupture de l'équilibre, c'est-à-dire que jusqu'à 50 secondes, le système est en équilibre et à 50 secondes plus un petit quelque chose, le système se met en mouvement. Alors, qu'est-ce que je peux dire de l'instant T1 égale 30 secondes? Est-ce que l'objet est en mouvement ou est-ce qu'il est encore en équilibre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelle est la situation à l'instant Madame, il est toujours en équilibre. Il est tout, bien sûr, il est en équilibre, bien sûr, puisque ce n'est qu'à partir de 50 secondes qu'il peut y avoir mouvement. Jusqu'à 50 secondes, le système est encore en équilibre. Donc, si on nous demande de représenter les forces à 30 secondes, eh bien, on est avant cette situation, d'équilibre. D'accord? Alors, peut-être que je vais vous remettre les figures que je vous avais données en cours. Une petite minute, hein, je vais repartager le document. Alors, je crois que c'est celui-là. Voilà. Alors, voilà la situation. Bon, dans notre exercice, la force, on tire sur le bloc B vers la droite. Ici, j'ai dessiné une force où on pousse le bloc, hein, mais la situation, le raisonnement reste le même. À T égale 0, eh bien, on a une force nulle. Donc, voilà comment sont orientées les forces. À T, alors je suis à T0 ici, je suis à la rupture de l'équilibre, donc j'ai la force de contact qui se penche de manière à ce que P plus C plus F0 égale 0 et j'ai le rapport C0x sur C0y qui est égal à mu S. Alors ici, dans notre exercice, cette situation, eh ben, c'était à l'instant T0 et l'instant T1, eh ben, ce serait plutôt cette situation-là. D'accord? Je suis en équilibre, mais pas encore à la rupture de l'équilibre. Donc, je suis dans cette situation d'équilibre, qu'il y ait une situation d'équilibre quelconque avant qu'on arrive à la rupture de l'équilibre. Voilà, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose des dessins que je viens de vous remontrer. Alors, je reviens
Je reviens à mon document. Voilà. Alors, je suis donc à l'instant T1 qui est inférieur à T0. Donc, le système est en équilibre, mais on n'est pas encore arrivé à la rupture de l'équilibre. C'est-à-dire que ça se passe, cet instant T1, il se passe avant ce qu'on vient de voir dans la question numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de chacun des corps? Alors, on nous demande d'abord le corps A tout seul, ensuite le corps B tout seul, ensuite le système A plus B. Alors, pour ne pas vous parasiter avec... voilà, je couvre le petit B et le petit C pour pas que vous vous dispersiez. Donc, on va garder juste ce qui se passe pour le corps A. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Si le système est en équilibre, chacun des deux corps est en équilibre aussi. D'accord? Donc, je vais écrire que pour le corps A, il faut se poser la question, quelles sont les actions du monde extérieur sur le corps A? Alors, il y a la Terre qui l'attire avec une force qui est son poids. Et comme il est posé sur le corps B, eh bien, il y a une force de contact exercée par B sur A. Donc, ces deux forces vont me donner une somme nulle parce que le corps A est en équilibre. Donc, j'écris que PA plus CBA, alors la force de contact exercée par B sur A, qui est égale à 0. Donc, voici les deux forces, le poids et la force de contact exercée par le corps B sur le corps A. C'est bon? Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe sur le corps B. Le corps B, il est dans quelle situation? Puisque le système est en équilibre, eh bien le corps B, lui aussi, qui fait partie de ce système, va être en équilibre. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur B? Est-ce que vous pouvez me dire avant qu'on regarde le dessin? Je vous écoute. Quelles sont les forces? La pression de A sur B, non? Alors, la force de contact Entre A et B. exercée, alors, on va l'appeler CAB. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette force? C'est la réaction à CBA. Oui, D'accord? sens contraire à CBA. Exactement. Donc, elle va être égale à moins CBA. Ça, on peut déjà le noter. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Le poids et la force de frottement, madame. Alors, le poids et la force de contact. Oui. Oui. Alors, la force de contact exercée par qui sur quoi? Madame, on a B et on a aussi la surface. Ici, on dit qu'il y a des frottements. Dans l'énoncé, il est dit qu'il y a des frottements entre T et B. Oui. Donc, c'est la force de contact exercée par la table sur B. Oui. C'est ça? Oui. Alors, il manque une force. Quelle est cette force? Et le poids? Ben, vous me l'avez dit, le poids. Il en manque une. Je suis à l'instant T1. Il y a quelque chose qui dépend du temps. C'est quoi? Eh bien, c'est la force de... Oui, exactement. Donc, je vais avoir, pour l'instant T1, je vais appeler cette force F1. D'accord? Donc, je dois avoir 4 forces. Donc, CAB, le poids, la force de contact exercée par la table sur B, et je dois avoir la force de l'opérateur qui tire horizontalement vers la droite. Donc, je dois écrire que PB plus CAB plus la force de contact de la table plus F1 égale 0. Alors, on y va. Voilà. Donc, j'ai ma force F1, la force de l'opérateur. J'ai le poids du bloc B.
j'ai la force CAB, c'est le vecteur en violet, qui est la réaction à CBA, d'accord? Puisque le bloc B exerce une force de contact vers le haut sur A, eh bien A va par réaction exercer une force de contact vers le bas sur B. Donc cette force CAB, c'est la réaction à CBA. Et puis G, ben, la force de contact C, alors je n'ai pas mis d'indice, mais il faut bien se mettre en tête que cette force de contact, c'est la force exercée par la table sur le bloc B, à la surface de séparation entre la table et le bloc B. C'est bon? Alors, on écrit que F1 plus le poids plus C plus CAB égale 0 et que CAB est bien opposé à CBA d'après le principe d'action et de réaction. Donc voilà, on a 4 forces, F1, PB, C et CAB. C'est bon? Alors, je passe maintenant au système. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur le système à l'instant T1? Le système, c'est le bloc A et le bloc B qui forment un tout comme si c'était un seul corps. Alors, Madame, donc il y a le F et le P seulement. Le F et le P? Oui, puisqu'on n'a pas la force de contact. Pourquoi on n'aurait pas la force de contact? Madame, vous avez dit que c'était un tout. Oui, un tout, oui, mais le tout est posé sur la table. Ah oui, la table, c'est vrai. D'accord. Ok. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de force de contact, vous parlez de CBA et de CAB. Oui. C'est ça? Oui, bien sûr. Ça, c'est des forces intérieures au système. On ne va pas les prendre en compte. On ne compte que ce que le monde extérieur exerce sur le système. Et sur le système, il y a effectivement la force F1, il y a le poids total et il y a la force de contact exercée par la table sur la partie de ce système qui est le bloc B. Alors, je vais supprimer maintenant ça et voici les forces. Donc, F1 plus le poids total plus la force de contact exercée par la table sur le bloc B et C égale 0. C'est bon? Et le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui représente ce rapport C parallèle sur C perpendiculaire? Est-ce qu'il représente quelque chose? Une grandeur particulière? C'est mu S, non? Eh bien non. Eh bien non. Parce que ça ne devient mu S. Ça ne devient mu S que si je suis à la rupture de l'équilibre. Or, je ne suis pas à la rupture d'équilibre. Pour que Donc, je qu'est-ce que sois, ça représente? pour que ça représente rien, exactement, Oui, voilà. ça ne représente rien. Ce n'est mu S que quand je suis dans cette situation, c'est-à-dire à l'instant T0, quand la force de quand F0 a cette valeur-là, et que par conséquent, la force de contact, elle s'est penchée de cette manière et que je suis pile à la dernière situation d'équilibre. Donc ici, le rapport C parallèle sur C perpendiculaire n'a aucune signification. Ça ne représente rien. Parce que je suis juste dans une situation d'équilibre, mais pas encore à la rupture de l'équilibre. Alors, donc on a représenté nos différentes forces à l'instant T1. Alors, juste un petit détail, comment savoir quelle est la valeur de C parallèle et la valeur de C perpendiculaire ici? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Il faut que C parallèle
puisque j'ai cette relation-là entre les forces, il faut que C parallèle soit opposé à F1. Donc, il faut que le module de C parallèle soit égal au module de F1. Donc, si je suis à l'instant 30 secondes, il faut que ça veut dire que F1 c'est égal à 15 newtons, eh bien, il faut que C parallèle fasse 15 newtons. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir le module, si on nous avait demandé de représenter ça à l'échelle, et comment est-ce qu'on aurait trouvé le module de C parallèle? Eh bien, il faut que la somme de tous les vecteurs qui sont sur la verticale donne 0. Donc, je dois avoir CAB plus PB plus C perpendiculaire égale 0. Comme les deux premiers sont vers le bas et que C perpendiculaire, puisque j'ai la somme de ces trois vecteurs qui donnent 0, ça veut dire que C perpendiculaire est obligatoirement vers le haut et qu'il a pour module la somme des modules de CAB et de PB. D'accord? Donc, on aurait très bien pu représenter les forces avec une échelle, par exemple, 1 cm pour 10 newtons, on pouvait les représenter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai représenté à l'échelle 1 cm, je vais vérifier. Non, je n'ai pas représenté à l'échelle 1 cm pour 10 newtons, peu importe. Alors, maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer, puis dessiner à l'échelle 1 cm pour 10 newtons les forces appliquées à l'instant T2 égale 60 secondes au corps B tout seul. Alors, d'abord, la première question à se poser, c'est dans quelle situation est-ce que le système se trouve à l'instant T2 égale 60 secondes. Alors, comme T2 est plus grand que T0, qui est l'instant de rupture de l'équilibre, eh bien, je suis sûre que le système est en mouvement à l'instant T2 égale 60 secondes. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir dire que la somme des forces sur le système est égale à MA cette fois. On n'aura plus cette relation-là. Ce qu'on va écrire, ça va être F1 plus le poids plus C égale MA. D'accord? A étant l'accélération du système. Alors, on cherche donc les forces exercées sur B. Alors, les forces exercées sur B, quelles vont être les forces exercées sur B? Eh bien, ça va être les mêmes forces que ce qu'on a représenté ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? Eh bien, c'est que la force, ce ne sera plus F1, ce sera F2, elle sera plus grande ici. D'accord? Et la deuxième différence qu'il va y avoir, c'est que le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, il aura une signification qui est le coefficient de frottement dynamique. Donc, on va avoir, si le système est en mouvement, on va avoir somme des forces, alors je m'intéresse à B, somme des forces exercées sur B égale MA, donc F2 plus le poids, plus la force de contact exercée par la table sur B, plus CAB, la force de contact exercée par A sur B, égale à la masse de B, grand M, multipliée par l'accélération. Et équation supplémentaire, mu D égale C parallèle sur C perpendiculaire. Et je connais le mu D. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai le principe d'action et de réaction. Je sais que CAB est égal à moins CBA. D'accord? Alors, comment va être cette force? Je ne vous montre pas encore le dessin. Comment est orientée la force
CAB. Est-ce qu'elle est penchée? Est-ce qu'elle est à la verticale? Elle est comment? Je vous écoute. Est-ce que la force CAB est penchée ou est-ce qu'elle est verticale comme je l'ai dessiné ici? Vertical, madame. Alors, pourquoi verticale? Pourquoi verticale? Ben, la Parce réponse, que ça ne change pas, non? comment ça ne Pourquoi elle change pas? changerait? Ben, elle pourrait changer. Elle pourrait Madame, parce changer que A et B, en fait, le A, il tombe pas du B. parce que le Parce A que est... le corps A reste au-dessus de B, non? Oui, c'est ça. c'est pas ça la raison, non? Non, non, non. Il y a une autre raison. Relisez bien l'énoncé. Et aussi, on a dit que c'était un système isolé, donc la somme des forces, c'est 0. Ben non. On ne vous a pas dit que c'était un système isolé. Puisqu'il y a une force, il y a des forces qui s'exercent sur le système, ce n'est pas un système isolé. À partir du moment où il est en mouvement, c'est qu'il y a une action extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit des contacts? On vous dit le contact corps B table est caractérisé par les coefficients de frottement statique μs et dynamique μd. Le corps B, le contact corps A, corps B est lui parfaitement lisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Un contact Il n'y a pas de frottement, parfaitement lisse. madame. Il n'y a pas de frottement. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de frottement? Comment est orientée la force de contact? À la verticale vers le haut. Elle est toujours perpendiculaire au plan. Oui. D'accord? Quand il n'y a pas de frottement, ça veut dire que le mu D égale 0, ça veut dire que le mu S égale 0, ça veut dire que quand vous faites le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, puisque le mu S égale 0, le mu D égale 0, eh bien ça veut dire que dans le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, le numérateur est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de composante parallèle pour la force de contact. Donc forcément, la force de contact CAB va rester dans la direction verticale parce qu'il n'y a pas de frottement entre A et B. Ça, c'était une donnée très importante dans votre énoncé. Le corps A, le contact corps A, corps B est parfaitement lisse. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre A et B et que par conséquent, les deux forces CAB et CBA sont perpendiculaires à la surface de séparation, donc elles restent verticales, quelle que soit la situation du système. Madame, Oui, si on suppose qu'il y a des frottements entre le A et B, oui, et quand on fait l'étude pour le corps complet A plus B, oui. on prend en considération le frottement entre le A et B. Non, non, on ne le prend pas en considération. Mais par contre, quand on regarde le corps B tout seul, là, on prend la force CAB en considération, bien sûr. D'accord? Oui. Oui, ok. Alors, j'ai donc les forces exercées sur B. Je reviens à mes deux équations qui veulent dire que le système est en mouvement. Donc, somme des forces égale MA et mu D égale C parallèle sur C perpendiculaire. Alors, la force CAB, j'ai dit que c'était d'après le principe d'action et de réaction opposé à la force CBA. Et la force CBA, eh bien, on peut la connaître en regardant ce qui se passe sur le corps A. Sur le corps A, puisque CBA reste à la verticale parce que le contact AB est parfaitement lisse, eh bien, ça veut dire que le corps A eh bien, ne va pas être accéléré. Il ne peut pas être accéléré parce qu'il n'y a pas de frottement entre A et B et que par conséquent, la force de contact ne peut pas se pencher ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, je vais avoir somme des forces, c'est le poids et la force de contact CBA. Donc, forcément,
c'est la somme de ces deux forces qui sont toutes les deux verticales, l'une vers le bas, l'autre vers le haut, va forcément me donner 0. D'accord? Donc, j'ai la force CBA qui est verticale. Ça va impliquer que la force CAB est verticale aussi, sauf que cette fois, elle va être vers le bas. Et si j'écris que la somme des forces exercées sur A est égale à 0, si je connais le poids, je peux en déduire la force CBA. D'accord? Donc, une fois que j'ai la force CBA, j'ai représenté ici, j'ai écrit ses composantes. Hein. En haut, c'est la composante horizontale et en bas, c'est la composante verticale. Alors, j'ai mis un signe moins. Pourquoi? Parce que mon axe OX, je l'oriente vers le haut. Donc, toutes les composantes qui sont vers le bas seront comptées négativement. Pardon, c'est l'axe OY. L'axe OY est vers le haut. Donc, toutes les composantes orientées vers le haut sont comptées positivement. Toutes celles qui sont orientées vers le bas sont comptées négativement. Donc, le poids, il n'a pas de composante suivant l'axe OX et une composante négative sur l'axe OY puisqu'il est orienté vers le bas. Alors, CBA qui est opposé au poids, puisque PA plus CBA égale 0, eh bien, CBA a une composante horizontale nulle, puisqu'elle est verticale, et une composante verticale qui sera positive, puisque PA plus CBA égale 0. Donc, si cette composante est négative, la composante verticale de CBA est forcément positive. Alors maintenant, les forces sur B. Les forces sur B, alors on les a déjà écrites ici, hein. J'ai F2, PB, C, CAB, égale MA. Alors j'ai écrit les composantes de chacune des forces. Alors j'ai écrit en rouge les choses qu'on connaît et j'ai laissé en noir les choses qu'on ne connaît pas. J'ai mis un point d'interrogation ici. Alors, le poids total, la force, à partir du moment où on vous donne l'instant, c'est l'instant T2, alors je connais forcément la valeur de la force. Je sais qu'elle est horizontale, orientée vers la droite, donc dans le sens positif. Donc, sa composante horizontale, c'est plus 30 et sa composante verticale, c'est 0 puisqu'elle est complètement portée par l'axe X. Alors, le poids, eh ben, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le poids, alors, sa composante horizontale sera nulle. Sa composante verticale, eh bien, elle est vers le bas, donc je mets un signe moins. Et son module, c'est mg. M, c'est 3 kg multiplié par g, donc ça me donne moins 30 newtons. Alors, j'ai déjà écrit les composantes de F2 et du poids. Alors, je passe à CAB. J'ai dit que CAB, c'était moins CBA d'après le principe d'action et de réaction. Et CBA, je l'ai trouvé en écrivant que PA plus CBA égale 0. Donc, voici les composantes de CBA. Alors, comme je cherche CAB, eh bien, je vais prendre la composante horizontale et je cherche le moins la composante horizontale, donc c'est nul, donc ça reste 0. La composante verticale, c'est plus 20 pour CBA, donc c'est moins 20 pour CAB. D'accord? Et j'ai donc ma force de contact exercée par la table sur B. Eh bien, pour le moment, je ne la connais pas, donc je la laisse en noir et je mets un point d'interrogation. C'est bon? Alors maintenant, eh bien, il va falloir chercher cette composante C parallèle et chercher la composante C perpendiculaire. Alors, je reprends mon équation qui est donnée par la relation fondamentale de la dynamique, donc somme des forces égale ma, et je vais décomposer chacun des vecteurs suivant les deux directions
Alors, horizontale et verticale. Alors, je reviens ici. Quels sont les vecteurs qui vont avoir une composante horizontale? Alors, j'ai F2 qui est complètement horizontal. Le poids est vertical, donc il n'aura pas de composante. C va avoir une composante horizontale. CAB n'a pas de composante horizontale. Donc, j'aurai F2 plus C parallèle égale MA. C'est bon? Alors, la voici. F2 plus C parallèle égale MA. Maintenant, je m'intéresse aux composantes verticales. F2 n'a pas de composante verticale. Le poids est complètement vertical. C a une composante verticale et CAB est complètement verticale. L'accélération, elle est horizontale. Donc, je vais avoir PB plus C plus CAB égale 0. D'accord? Donc, l'équation numéro 3, elle va me donner ces deux équations-là. Une relation entre les composantes horizontales et une relation entre les composantes verticales. C'est bon? Alors, je les appelle 5 et 6, hein, ces deux équations. Alors, l'équation numéro 6, eh bien, elle va me permettre d'avoir, puisque je connais le poids et je connais CAB, elle va me permettre d'avoir C perpendiculaire. D'accord? Donc, je vais dire que C perpendiculaire, je fais passer les deux vecteurs que je connais à droite. C perpendiculaire égale moins PB moins CAB. Ça veut dire qu'en module, C perpendiculaire, c'est le module de PB plus le module de CAB. C'est bon? Alors, le module de CAB, alors, c'est le module de moins 20, donc c'est 20. Le module de PB, c'est le module de moins 30, donc c'est plus 30. Eh bien, ça me donne le module de C perpendiculaire égal à 50 newtons. Alors, je sais que C perpendiculaire est vers le haut, donc ce vecteur est dans le sens positif sur l'axe OY. Donc, la mesure algébrique de ce vecteur est bien une mesure algébrique positive, c'est plus 50 newtons. D'accord? Il faut faire la différence entre le module de C perpendiculaire et la mesure algébrique de C perpendiculaire qui contient le signe. D'accord? Dans cette mesure algébrique, si elle est positive, ça veut dire que le vecteur est dans le sens positif, et si elle est négative, ça veut dire que le vecteur est dans le sens négatif. Alors maintenant, qu'est-ce qui me manque? J'ai réussi à trouver dans ce vecteur C, j'ai sa composante C perpendiculaire. Alors, il me manque sa composante C parallèle. Qu'est-ce que je sais de C parallèle? Alors, la première chose que je sais, c'est que dans la mesure où le système est en mouvement vers la droite, eh bien, la force de contact est forcément penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Donc, mon C, mon vecteur C parallèle, est forcément dans le sens négatif. Donc, je sais déjà que la mesure algébrique de C parallèle va être négative, d'accord? Parce que C est penché vers l'arrière. C'est-à-dire que sur l'axe X, mon axe X est orienté vers la droite, c'est ça le sens positif sur l'axe X. Or, ma force de contact, elle est toujours penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Et le mouvement, il se fait dans le sens de la force qui tire sur le bloc B. Donc, le mouvement, il se fait dans le sens positif. Donc, la force de contact, elle est penchée vers l'arrière, ce qui fait que sa composante C parallèle est forcément négative. Sa mesure algébrique est forcément négative. Alors, qu'est-ce que je sais d'autre? Eh bien, je sais que comme l'objet, comme le système est en mouvement, eh bien, le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, le rapport des modules de ces composantes,
C mu D, c'est le coefficient de frottement dynamique. Eh bien, jusqu'à maintenant, les choses que je connais, eh bien, je suis arrivée à écrire le module de C parallèle, je le connais, et je connais le mu D. Eh bien, grâce à cette équation numéro 4, je vais pouvoir dire que C parallèle, c'est mu D multiplié par C perpendiculaire. D'accord? Alors, C perpendiculaire, j'ai trouvé que c'était 50 newtons et mu D, c'est 0,4. Donc, ça me donne le module de C parallèle égal à 20 newtons. D'accord? Et la mesure algébrique de C parallèle, j'ai trouvé que C parallèle avait une mesure algébrique négative parce que C est penché vers l'arrière par rapport au sens du mouvement, qui est dans le sens positif. Donc, C parallèle est égal à moins 20 newtons. La mesure algébrique, elle contient le module, la mesure algébrique de C parallèle contient le module du vecteur C parallèle avec un signe plus si ce vecteur est dans le sens positif ou un signe moins si ce vecteur est dans le sens négatif. Or, nous, notre vecteur, il est dans le sens négatif, donc sa mesure algébrique est négative. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je peux mettre en rouge le vecteur qui me manquait. Je sais que C parallèle, c'est moins 20 newtons et que C perpendiculaire, c'est plus 50 newtons. Voilà. Et à partir de là, ben, j'ai tout. J'ai tous mes vecteurs. Je vais pouvoir représenter. Alors, quand vous représentez les forces appliquées à un objet qui est en mouvement, vous devez toujours représenter le vecteur vitesse. D'accord? Pour bien montrer dans quel sens se fait le mouvement. D'accord? Soit vous mettez le vecteur vitesse, soit vous mettez sens du mouvement. D'accord? Mais vous devez mettre une flèche pour bien montrer que la force de contact, elle est penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Alors, on représente donc la force F2, on représente le poids, on représente CAB, et puis la force de contact, eh bien, on la représente à partir de ses composantes. Donc, on représente d'abord C parallèle, on représente C perpendiculaire, et ensuite, on fait la somme de ces deux vecteurs et ça me donne le vecteur C. Alors, c'est comme tout ce qu'on a fait avec les opérations sur les vecteurs jusqu'à maintenant. Les composantes, vous devez toujours les représenter en pointillés et le vecteur en trait plat. D'accord? Ce ne sont pas des forces supplémentaires, C parallèle et C perpendiculaire. C'est juste une décomposition du vecteur C sur un axe horizontal et un axe vertical. Donc, elles ne doivent pas être représentées de la même manière que les autres vecteurs. Voilà. Alors, bien sûr, on aurait pu vous demander de trouver l'accélération du système. Alors, il suffisait après de revenir à cette équation. D'accord? Et puis, connaissant chacune des forces, alors ici, on écrirait que C parallèle, c'est moins 20 et C perpendiculaire, plus 50 newtons. Et on écrit que la somme de ces quatre vecteurs donne MA. A étant horizontale, eh bien, la première composante vous donne MA. La deuxième composante, quand on fait la somme de toutes ces composantes, vous allez avoir 0, d'accord? Puisque C perpendiculaire, c'est 50, on va avoir 0, moins 30, moins 20, plus 50, 0. Et ici, 30, plus 0, moins 20, ça fait plus 10, d'accord? Donc, on a MA égale à 10 newtons. Et après, ben, il suffit de diviser par la masse pour avoir l'accélération de
de votre système, du corps B. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Oui. répéter comment on trouve A? Comment on trouve A? Oui. L'accélération, oui. D'accord. Alors, je vais le... Je vais le faire plus bas. Je vais le faire ici. Voilà. Alors, j'enlève ce point d'interrogation puisque maintenant, je connais les... Alors, ici, on a dit que c'était moins 20. Moins 20 newtons. Et ici, 50 newtons. D'accord? Alors, j'écris que F2 plus PB plus CAB plus C égale MA. Alors, je reprends mon équation. Voilà. Alors, je vais donc écrire que la somme de toutes les composantes horizontales va me donner, alors je rajoute ici un... Je rajoute MA. Alors, égale, je vais lui mettre deux composantes comme les autres vecteurs. Alors, je ne sais plus comment je l'ai fait. Voilà. Alors, ici, je mets MA. Et ici, je mets 0 parce que je sais qu'il n'y a pas d'accélération. Le bloc reste sur la table. Il ne saute pas, il ne quitte pas la table, donc il ne peut pas y avoir une composante verticale pour l'accélération. Autrement, ça voudrait dire si l'accélération devait être inclinée de manière à avoir une composante horizontale et une composante verticale. Si la composante verticale existait, ça voudrait dire que le bloc B ne reste pas sur la table, qui saute. D'accord? Donc ici, je vais avoir MA comme composante horizontale et 0 newton comme composante verticale. Donc, je réécris cette équation-là. Donc, je vais dire que MA c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Une seconde. Voilà. Alors, MA égale. Et je mets... je vais mettre ces composantes. Hein. Alors, ici, je vais faire la somme de toutes les composantes horizontales. Donc, je dis que c'est 30 plus 0
plus 0 moins 20. Il me manque un plus ici. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? J'ai fait Oui, ça, c'est à partir de l'équation. 30 newtons plus 0 newton plus 0 moins 20 égale MA. D'accord? Et ici, je vais avoir, alors j'enlève ça, 0, alors moins 30. C'est bon? Moins 20 plus 50. C'est bon? Égal. Alors, MA, je vais dire que c'est, alors je fais le calcul, 10 newtons. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? 50, oui, je n'ai pas utilisé le clavier numérique. Voilà. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai MA qui vaut 10 newtons. Bon, après, il suffit de diviser par la masse pour avoir la valeur d'accélération. C'est bon, vous avez suivi? Oui, merci. De rien. Alors, l'exercice 9. L'exercice 9 n'est pas, pardon, il n'est pas programmé. Je vous laisse le chercher et puis après, je vous donnerai la solution. Si jamais vous avez trop de difficultés à le faire, je le corrigerai. D'accord? Vous me le direz à la prochaine séance. Et si vous avez eu des difficultés à le faire, je le corrigerai. Pour le moment, je ne vous donne pas la solution. Je vous laisse le chercher tout seul. Si vous y arrivez, tant mieux. Je vous donnerai juste la solution dans le PDF. Si vous n'y arrivez pas, je vous donnerai des explications la prochaine fois. C'est d'accord? Oui, madame. D'accord. Alors, je passe vite pour pas que vous voyez la solution. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 10. Alors, je vous remets l'énoncé. Alors, l'exercice 10, il commence à la page 3. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un point matériel de masse M glisse le long du trajet ABCD représenté sur la figure ci-dessous. La partie circulaire, alors, voilà le dessin, hein, voilà la figure. Donc, la partie circulaire AB de centre O et de rayon R est complètement lisse et la partie BCD constituée d'une partie horizontale BC caractérisée par un coefficient de frottement dynamique mu D1 et d'une autre partie CD inclinée d'un angle alpha caractérisée par un coefficient dynamique mu D2. Alors, si on résume la situation, sur la partie AB, il n'y a pas de frottement. Sur la partie BC, il y a des frottements avec un coefficient de frottement mu D1. Et sur la partie CD, il y a des frottements avec un autre coefficient de frottement mu D2. C'est bon? Alors, je continue.
premièrement, petit a représentait qualitativement les forces appliquées sur la masse au point M définies par l'angle θ, voir la figure. Deuxièmement, on montrait que la vitesse de M au point M est donnée par V égale racine de 2RG sinus θ plus VA carré, où VA est la vitesse de M au point A et G est l'accélération de la pesanteur. Petit c, déduire l'expression de la vitesse au point B. Deuxième question, représenter qualitativement les forces appliquées sur M au point N sur la partie BC. Trouver l'expression de l'accélération de la masse petit m au point N. On pose BC égale R, déduire l'expression de la vitesse au point C du trajet. Et troisième question, on donne G, alpha, mu D2, CD. Calculer l'accélération de M sur la partie inclinée CD. Et petit b, si la vitesse initiale de M est nulle, quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D? Et petit c, dans ce cas, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD? Justifiez votre réponse. Voilà, alors on passe à la solution. Voilà. Alors, première question, représenter qualitativement les forces appliquées sur la masse M au point grand M défini sur la figure. Alors, le point M, il est repéré par l'angle θ. Alors, l'angle θ est ici, d'accord? C'est l'angle que fait le rayon OM avec l'horizontale. D'accord? Ça, c'est l'angle θ. Alors, j'ai déjà représenté les deux vecteurs. Pourquoi est-ce que j'ai représenté le vecteur C dans la direction du rayon? Pourquoi? Madame, Oui. ici, le C, c'est le frottement. Le C, c'est la force de contact. Ok. Oui, qui est liée, bien sûr, qui est liée au frottement, bien sûr. Alors, Madame, c'est pas un peu le même principe que le coureur qu'on a vu en cours? non. Oui, c'est le même principe, c'est pour ça que c'est le même sens. Non, ce n'est pas le même principe. Ici, dans le cas du coureur, les pieds du coureur ne glissent pas sur le sol. Ici, vous avez la masse M qui est en train de glisser sur la piste. Hein. Madame, mais il n'y a On pas est de en frottement mouvement, on n'est entre pas… A et B. Comment? Il n'y a pas de frottement entre A et B, non? Voilà, il n'y a pas de frottement entre A et B. Qu'est-ce que Donc, ça on n'a veut pas dire? CY. On n'a que CX. Et du coup, ben, C'est l'inverse. On n'a pas CX, on n'a que CY. madame, c'est ce qui est vertical ou pas? Non, la verticale, c'est CY. D'accord. D'accord? Donc, il n'y a pas de CX. Sauf que ici, on ne peut pas parler de CX ou de CY. Vous voyez bien que à chaque fois, si la masse se trouve ici, qu'est-ce qui va être CX, qu'est-ce qui va être CY? On va plutôt parler de C. De R et F, normalement, non? Non, on va parler de C parallèle à la vitesse et de C perpendiculaire à la vitesse. D'accord? Ce qu'on entend depuis tout à l'heure dans l'exercice 8, quand on a parlé des composantes C parallèle, C perpendiculaire, c'était toujours parallèle à la direction du mouvement, donc parallèle à la direction de la vitesse, ou perpendiculaire à la direction de la vitesse. Ici, la vitesse, elle a quelle direction? Sur la partie AB, quelle est la direction de la vitesse? Elle est tangentielle, ça dépend. Elle est tangente, exactement. Elle est tangente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
S'il n'y a pas de frottement, eh bien, ça veut dire que la composante qui est parallèle à la vitesse, donc la composante tangente à la trajectoire, n'existe pas. Il n'y a que la composante normale de la force de contact qui existe. D'accord ou pas? Madame, moi, comment j'ai raisonné, c'est que, madame, comment on faisait au lycée? Donc, le C, c'est le R et le F, et comme il n'y a pas de F, il n'y a que le R. Et le R, en fait, c'est la direction de C. C'est comme ça que j'ai raisonné. Eh bien, c'est un bon raisonnement. Ça marche aussi. Oui? D'accord. Est-ce que c'est bon? On peut passer à la question petit b. Ça va? Alors, question petit b, on vous demande de montrer qu'à ce point, eh bien, la vitesse, elle s'écrit sous la forme racine de 2gr sinus θ plus va au carré. Eh bien, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique appliquée à petit m. Donc, j'écris que P plus C égale M1. L'objet est en mouvement, il est en train d'être accéléré, il part du point A avec une certaine vitesse et il va arriver à la fin de la partie circulaire, il va arriver au point B avec une autre vitesse. Alors, c'est un mouvement accéléré. On va donc avoir P plus C égale M1. Alors, comment va être orientée cette accélération? Quelle est sa direction? Est-ce qu'elle a la direction de la tangente? Est-ce qu'elle a la direction de la normale? Est-ce qu'elle a une direction qui n'est ni tangente ni normale? Elle est comment l'accélération? Madame, l'accélération, elle a deux composantes, la Oui. tangentielle et la normale. Maintenant, en Exactement. faisant la somme, elle va être orientée vers la concavité du Oui. cercle. Exactement. Exactement. Alors, on va décomposer puisqu'on est sur une partie curviligne et en particulier une partie circulaire. On a tout intérêt à décomposer nos vecteurs suivant une direction tangentielle et une direction normale. C'est-à-dire que notre P plus C égale M1, eh bien, on va écrire que c'est Madame, Pn, oui, madame, s'il vous plaît, ici, comme elle a dit, on a AN et AT, ça donne A, mais comme c'est un mouvement circulaire, on n'est pas censé avoir AT, non? pourquoi? Parce que c'est un mouvement circulaire. Eh bien non, mais c'est pas parce que c'est circulaire qu'il n'y a pas de AT. Il faut que ce soit circulaire uniforme pour ne pas avoir AT. Ah, d'accord. D'accord? Il faut Non, dans le circulaire, on n'a pas, désolé, le AR. Pourquoi on n'aurait pas le AR? Parce que dans les composantes polaires, le AR, c'est la dérivée deuxième du R. Dans le mouvement circulaire? Oui. Oui. Oui, mais attendez, il y a autre chose dans le AR. C'est dérivée seconde de R moins R dθ sur dt au carré. Vous avez oublié ce terme-là. Le AR existe. Hein. Revoyez votre cours sur les coordonnées polaires. J'ai fait une application au mouvement circulaire. Vous allez voir que le AR existe. Hein. Dans AR, il n'y a pas que la dérivée seconde de R par rapport au temps. C'est la dérivée seconde de R par rapport au temps moins R multiplié par la dérivée de θ au carré. Vous avez oublié cette partie-là dans l'accélération radiale. Bon, alors, tout le monde est d'accord qu'il y a une accélération tangentielle et une accélération normale. Donc, je vais écrire que P plus C égale M1 va pouvoir se réécrire avec les composantes tangentielles ensemble et normales ensemble. Donc, j'écris sur la normale que Pn plus C égale M1n et sur la direction de la tangente, eh bien, je n'aurai que P tangentielle égale à M AT puisque
la force de contact n'a pas de composante tangentielle. D'accord? Donc, j'ai Pn plus C égale MAN et P tangentiel égale à MAT. Alors, j'écris maintenant, j'écris les relations entre modules. Donc, j'ai la force de contact qui est dans la direction et le sens de l'accélération normale. Donc, j'écris que C, module de C moins module de Pn égale à MAN, c'est-à-dire MV au carré sur R. Donc, mon Pn, peut-être que j'aurais dû détailler un peu plus. Hein. Je vais Non, rajouter. on n'aurait pas dû écrire AN plus AT, puis dire que AT il est nul. Non, AT n'est pas nul. Alors pourquoi vous avez... Ah, d'accord. AT n'est pas nul. C'est CT qui est nul. D'accord? Je vais le rajouter. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter ici? Alors, je ne sais plus ce que je voulais rajouter. Oui, je voulais dire que je vais avoir C, c'est bon. Alors, C moins Pn alors C moins Pn égale MAN. D'accord? Alors, C, ben, je laisse. Pn, ben, je regarde ce que c'est que Pn, donc je le retrouve dans ce triangle rectangle. Pn, eh bien, ça représente le côté opposé à l'angle. L'hypoténuse, c'est P, donc ça sera P sinus θ, c'est-à-dire mg sinus θ. Ça, c'est le Pn, et le An, c'est V carré sur R. Donc, j'ai C moins mg sinus θ égale à mv carré sur R. Alors, de l'autre côté, j'ai le poids. Je vais mettre plus 0, d'accord? Puisque je n'ai pas de composante tangentielle pour la force de contact, égale à MAT. C'est bon? Alors, ça veut dire, je rajoute une étape ici. Alors, ça veut dire que MAT, ça veut dire que P indice T, donc la composante tangentielle du poids, donc P tangentielle égale à MAT. Bon, ensuite, eh bien, P tangentielle, c'est cette composante-là. Dans ce triangle rectangle, P, c'est l'hypoténuse. P tangentielle, c'est le côté adjacent à l'angle, donc c'est P cosinus θ. Donc, j'écris que mg cosinus θ est égal à MAT. AT, je sais que c'est la dérivée de la mesure algébrique de la vitesse, donc c'est dv sur dt. C'est bon? Oui, madame. Alors, dans ces deux équations que je viens d'écrire, eh bien, tout est d'une certaine façon lié. À chaque fois, pour chaque valeur de θ, eh bien, je vais avoir C qui va changer, je vais avoir la vitesse qui va changer. Donc, j'ai deux équations avec trois variables
qui sont la force de contact, l'angle θ, la vitesse et la dérivée de la vitesse. Donc, ça me fait trois fonctions qui dépendent toutes de la variable θ. Donc, j'ai C qui va dépendre de θ, V qui dépend de θ, sa dérivée qui dépend de θ. Donc, je vais tout écrire en fonction de θ. C'est-à-dire que dans mes deux équations, je vais m'arranger pour faire disparaître C, pour faire disparaître V et pour faire disparaître dV sur dt. Alors, je vais commencer par faire disparaître C et la dérivée de V. Je vais tout écrire en fonction de V et de θ. Madame, Oui, madame, désolée, mais ici, avec les deux équations qu'on obtient, oui, si je veux directement extraire, par exemple, l'expression de V de la première équation, oui, bon, je mets le M et le R de l'autre côté, je fais la racine. oui, Et pour la deuxième, je fais l'intégrale. oui, Bon, je supprime les masses et je fais l'intégrale. oui. Mais dans ce cas, ce que je vais obtenir, maintenant les deux équations, les deux expressions de V, est-ce qu'ils vont être les mêmes? Ben, le problème, c'est que لو كان il y دير لا a, racine t'auras il y juste une a- seule équation. mais il y a une inconnue dans l'histoire, c'est la force de contact. D'accord? Vous ne la connaissez pas, la force de contact. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire, vous êtes obligé d'utiliser les deux équations. Elles sont liées parce que celle-ci vous donne une relation entre la dérivée de la vitesse et l'angle. Et ici, vous avez une relation entre la vitesse, la force de contact et l'angle. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver au bout du compte à écrire V. Regardez bien le résultat auquel on veut aboutir. Hein. On veut que V ne dépende que du sinus θ. Il ne faut pas que dans l'expression de V, il y ait la force de contact. Il ne faut pas qu'il y ait quoi d'autre. Voilà. Donc, on a le carré de la vitesse, la dérivée de la vitesse. On a la force de contact et des fonctions de l'angle θ. Il faut qu'on arrive à écrire, à combiner ces deux équations de sorte à avoir une seule équation dans laquelle il n'y a que la vitesse et l'angle θ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai la vitesse au carré ici et la dérivée de la vitesse. Si je dérive cette équation, la première, eh bien, j'aurai la dérivée de la vitesse qui va apparaître et je vais pouvoir remplacer la dérivée de la vitesse par g cosinus θ. Et déjà, je me serai débarrassée de la dérivée de la vitesse et je pourrais ensuite remonter à mon autre équation pour avoir la vitesse. Alors, on dérive, d'accord? On va dériver l'équation numéro 1 pour faire apparaître un dv sur dt pour éliminer la deuxième équation, d'accord? Je n'ai besoin que d'une équation, donc c'est comme ça qu'on résout un système à plusieurs équations, un système d'équations à plusieurs variables. On élimine les inconnus et ça nous permet d'avoir de moins en moins d'équations jusqu'à ce qu'on arrive à une seule équation, à une seule inconnue. Et notre inconnue ici, c'est ma variable θ. Alors, on va donc dériver ça. On dérive C. On va écrire alors la dérivée de C moins mg, la dérivée de sinus θ, égale à m sur r, la dérivée de v carré. Alors, j'écris ça, dérivée de C, moins mg, dérivée de sinus θ, c'est-à-dire cosinus θ multiplié par dθ sur dt. Et de l'autre côté, je dérive, alors, je mets m sur r multiplié par la dérivée de v carré par rapport au temps, c'est-à-dire 2 fois v multiplié par dv sur dt. C'est bon? Alors, la première équation, je vais l'appeler, elle donne l'équation 1'.
Donc, j'ai juste dérivé chacun des termes. Dérivée de C égale mg cosinus θ dθ sur dt, moins mg cosinus θ dθ sur dt égale à 2m sur r v dv sur dt. Alors maintenant, je vais remplacer. Je sais que m dv sur dt, c'est mg cosinus θ. Donc, je vais remplacer. J'ai éliminé le dv sur dt. Je l'ai remplacé par g cosinus θ. Alors, ensuite, eh bien, j'ai encore… qu'est-ce que je dois éliminer? Ben, je vais éliminer le V, d'accord? Pour ne garder que la force de contact. Donc, sachant que V, c'est R oméga, eh bien, dθ sur dt qui est égal à oméga, c'est V sur R. Donc, je vais avoir V sur R égale dθ sur dt, c'est-à-dire que de ce côté d'égalité, à la place de V sur R, je vais mettre dθ sur dt, ce qui me donne, alors je réécris l'équation 2', la dérivée de C, moins ce terme que je reproduis ici, égale à la place de V sur R, j'ai mis dθ sur dt, donc j'ai 2mg cosinus θ dθ sur dt. Alors, vous voyez bien que j'obtiens des termes qui se ressemblent. Je fais passer le mg cosinus θ dθ sur dt à droite et j'aurai la dérivée de C égale à 3 fois mg cosinus θ dθ sur dt. Et je vais intégrer pour avoir C. Donc, C, c'est 3mg, alors j'intègre cosinus θ dθ sur dt, c'est sinus θ, donc 3mg sinus θ, plus une constante d'intégration. Alors, cette constante d'intégration, eh bien, je peux la trouver en cherchant la valeur de la force de contact à θ égale 0. Alors, à θ égale 0, eh bien, je sais que la vitesse, c'est VA. Alors, je remonte à mon équation ici. Quand θ égale 0, la vitesse, c'est VA. À θ égale 0, je suis ici. Hein. Quand θ égale 0, ça veut dire que mon point M est confondu avec le point A. D'accord? Le mg sinus θ, si θ égale 0, ce terme est nul. Et j'aurai C égale à M V quand je suis au point A, c'est-à-dire VA au carré sur R. Alors, je redescends là. Donc, au point A, θ égale 0 et V égale VA. Donc, CA, la valeur de la force de contact à la position A, c'est MVA carré sur R. Et on va remplacer ici. D'accord? Donc, j'ai trouvé la valeur de ma constante. D'accord? C'est mon CA. Et j'écris que C, c'est 3mg sinus θ plus MVA carré sur R. Alors, je reviens à mon équation numéro 1. Donc, je reviens à cette équation. Qu'est-ce qu'on vient d'écrire? On vient de trouver l'expression de C. On a trouvé que c'était 3mg sinus θ, 3mg sinus θ plus MVA carré sur R. Donc ici, eh bien, je connais C. Alors, je vais le mettre en vert pour que vous le retrouviez plus bas. D'accord? Voici C. Alors, je garde le moins mg sinus θ. Alors, tout ça c'est la force de contact. Hein. Et puis, de l'autre côté, eh bien, je suis à un angle θ quelconque. Donc, de l'autre côté, j'ai mv carré sur R. Voilà. Alors, on regroupe
On regroupe les termes qui peuvent être regroupés. 3 mg sinus θ moins mg sinus θ, ça donne 2 mg sinus θ. Le mva carré reste. Et de l'autre côté de l'égalité, j'ai le mv carré sur r. Alors, on peut tout diviser par m et tout multiplier par r. Et ça me donne v carré égale à va carré plus 2gr sinus θ, c'est-à-dire v égale racine de 2gr sinus θ plus va au carré. Alors, on va juste finir la question 1, on va faire le petit c et puis on va s'arrêter là. Alors, déduire l'expression de la vitesse au point B. Alors, la vitesse au point B, le point B se trouve ici, c'est-à-dire pour un angle θ qui est particulier. Quand le point M est confondu avec le point B, eh bien, l'angle θ, il vaut pi sur 2. Eh bien, j'applique au résultat que je viens d'obtenir. θ égale pi sur 2, donc le sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, j'ai VB égale racine de 2gr plus VA carré. Voilà, on s'arrête là. Et puis, on reprendra la question 2 la semaine prochaine. D'accord, merci. Voilà, de rien. Madame, s'il vous plaît. Oui, oui, Madame, vous voyez quand on a dit B égale R oméga, oui, c'était cette loi qu'on devait utiliser à l'interro hier. oui, oui, bien sûr. Madame, Oui, mais à l'interro, est-ce qu'on devait expliquer ou est-ce qu'on devait juste mettre les résultats? Ben, il y avait des questions où il fallait détailler. Vous aviez la place pour détailler, et puis d'autres où il fallait juste donner le Madame, résultat. on n'est pas vraiment à l'aise avec nos claviers pour détailler comme ça. Vraiment pas, madame. Ah oui. C'est très difficile comme exercice. Madame, Oui. à un moment, je lui écrivais moins 8T, il m'écrivait rien du tout. C'était la galère. Bon, ben, ça vous a donné une idée de ce que c'est qu'un examen en ligne. Bah, on vous a dit qu'on le fait pas en ligne. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, oui, bah, tant mieux. Mais c'est une expérience. Ça peut vous servir. Vous allez avoir d'autres modules à passer en ligne. Je crois que le TCE est en ligne. Ça vous donne un petit peu. C'est pas pareil. C'est je pas pareil. sais. C'est une matière technique. Oui, il n'y a pas d'équation à écrire, mais c'est bien pour ça qu'on a fait des tas de demandes pour que vous puissiez passer l'examen en présentiel. C'est parce que vous voyez bien que c'est très difficile de passer un module technique En ligne. en ligne, oui. Madame, c'est